Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans trucage, sans montage, en direct, en différé, en une seule prise. Mes petits singes de la sagesse, mes poules, mes chats et moi-même vous saluons. Nous allons vous parler de la hausse des taux de la BCE. Et alors, même pas peur, même pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire cette hausse des taux? Eh bien, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un sacré sujet. Parce que dans la vie économique, le taux d'intérêt, c'est un prix mètre. C'est le prix de l'argent. Et du prix de l'argent découle énormément de choses, notamment énormément de décisions économiques, notamment la création monétaire, notamment la vitesse de circulation de la monnaie, notamment. Bref, le prix de l'argent et le prix de l'énergie sont en réalité les deux prix mètres. D'une part parce que, d'abord, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et ensuite, parce que la création de richesse s'accompagne évidemment toujours d'un échange monétaire, sauf dans les économies très anciennes, où c'était le troc qui présidait aux échanges économiques. Alors, hausse des taux de la BCE, quelles conséquences? Est-ce que c'est grave? Pas grave? Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de la sortie du président Macron concernant la fin de l'abondance. On avait essayé de voir un petit peu ce que ça pouvait dire et le président Macron avait également dit une autre partie de la phrase qui était passée assez inaperçue, qui aurait dû évidemment être relevée et débattue beaucoup plus. C'était également la fin de l'argent pas cher. C'est la fin de l'argent pas cher, c'est la fin des taux négatifs, c'est la fin des taux zéro, c'est la fin de l'endettement à gratuit. Vous vous rendez compte qu'avec des taux négatifs, c'est une aberration économique majeure, ça veut dire qu'on paye le type qui emprunte pour qu'il vienne vous faire un crédit. C'est quand même extraordinaire. J'ai de l'argent, bah tiens, viens, je te donne mon argent, puis je te paye pour que tu prennes mon argent. Faut vraiment avoir confiance, faut avoir envie. Donc évidemment, c'est une absurdité. Alors, Macron nous avait prévenu, c'est la fin de l'argent pas cher. Et donc, jeudi dernier, Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, a annoncé une hausse historique des taux d'intérêt, puisqu'il y a eu une hausse de 0,75 points, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu une hausse de 0,50 points. Alors, on était à moins 0,50. Plus 0,50 égale 0 égale la tête à Toto, donc les taux n'étaient plus négatifs, ils étaient devenus neutres, on était pile poil à des taux 0. Et puis avec cette hausse de plus 0,75, on est à plus 0,75 aujourd'hui de taux d'intérêt. Mais les amis, en août, l'inflation en zone euro est de 9,1%, chiffre sur lequel nous allons revenir, évidemment, vous me voyez arriver. Et donc, des taux réels qui restent très largement négatifs. Et donc nous allons parler, reparler et toujours parler et évoquer ces fameux taux d'intérêt réels. Et qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt réel? Alors, en économie et en sciences actuarielles, le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt nominal auquel on doit effectuer une correction afin qu'il tienne compte du taux d'inflation et de la prime de risque. Si moi il y en a à avoir trop de sous et moi il y en a à vouloir prêter sous à toi, moi il y en a à avoir 1000 euros et toi avoir besoin de 1000 euros, moi il y en a prêté à toi 1000 euros pour 5 ans. Toi, t'es engagé à rembourser moi dans 5 ans 1000 euros, plus taux d'intérêt de 1% l'an. Donc, globalement, vous me rembourserez 5% dans 5 ans, en gros. Avec, alors, soit in fine, soit amortissable, c'est-à-dire tous les ans, vous allez me payer mon taux d'intérêt, etc., etc. Bref. Dans mon taux d'intérêt, je vais mettre deux choses. Je vais mettre le prix de l'argent que je veux recevoir, mettons 1%, et puis, moi, il n'y en a pas, il y en a avoir trop confiance en toi. Donc si moi il n'y en a pas trop à y avoir trop confiance en toi, moi il y en a à mettre prime de risque de 2%. Donc je vais te prêter à 3. Inversement, si moi il y en a à avoir très très confiance en toi, moi il y en a à mettre petite prime de risque 0,1%, donc 1,1 par exemple. Donc en sciences économiques, on prend en compte deux choses. On prend en compte le prix de l'argent et on prend en compte la prime de risque, c'est-à-dire le risque associé à chaque entreprise, à chaque individu, à chaque ménage, à chaque société, PME, etc., à chaque État. La prime de risque pour l'État grec, pour l'État italien, pour l'État français ou pour l'État allemand, c'est 4 primes de risque complètement différentes. Si vous allez regarder les taux d'intérêt pour ces 4 pays pourtant membres de la zone euro, vous allez avoir 4 taux d'intérêt radicalement différents. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et donc,
c'est ce que va rapporter votre taux d'intérêt. Et puis ce taux d'intérêt, vous allez nominal, prime de risque plus taux lui-même, vous allez lui déduire le taux d'inflation. Donc si je vous prête à 4% et que le taux d'inflation est de 4%, eh bien mon taux réel est de 0. Je vais m'appauvrir de 4% à cause de l'inflation, mais je vais m'enrichir de 4% grâce à l'argent que je vais vous prêter. Donc 4 moins 4 égale 0 égale la tête à Toto, égale je ne suis ni plus riche ni plus pauvre à la fin de l'année. Ça, c'est le taux d'intérêt réel. Et c'est hyper important. Donc, avec des taux qui sont à plus 0,75 et une inflation qui est à 9,1, 0,75%, là je vous ai mis l'article des Échos avec 9,1% de taux d'inflation en août selon Eurostat, et l'inflation devrait dépasser les 10% en zone euro dans les prochains mois. Donc vous voyez, on n'est pas au pic d'inflation. Toc, je crois que je vous l'avais mis là, oui, donc ça fait moins 8,35% par an de taux d'intérêt réel. Donc vous vous appauvrissez de 8,5%. Mais regardez ce qui est très intéressant. On va faire un petit peu de mise en perspective de ces taux d'intérêt réels. Donc ça, souvenez-vous, pour les vraiment très vieux qui l'ont vécu, et les plus vieux comme moi, qui étaient trop petits pour s'en souvenir, mais qui l'ont lu dans leur manuel d'économie et d'histoire, dans les années 80, au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, choc pétrolier, inflation terriblement forte, et arrive Paul Volcker aux États-Unis, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine, et on va casser l'inflation. Et pour casser l'inflation, il n'y a pas de secret, il faut monter les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt réels doivent devenir positifs. C'est-à-dire que le taux d'intérêt que vous allez réellement percevoir doit être positif une fois que c'est défalqué de l'inflation. Et donc, on avait une inflation en 81 de 13% et des taux d'intérêt à 17%. Et donc, les taux d'intérêt réels étaient positifs de 4%. C'est comme ça qu'on a cassé l'inflation. On casse l'inflation avec des taux d'intérêt réels positifs. Alors, regardez, c'est très intéressant. La moyenne des années 80, c'est presque 12% de taux d'intérêt. C'est une inflation moyenne à 6,6%. Et donc, c'est des taux d'intérêt réels positifs de 5,5% en moyenne. Donc quand vous aviez de l'argent à la banque, eh bien votre argent vous rapportait sans rien faire. Et vous vous enrichissiez vraiment, puisque défalqué de l'inflation, vous gagniez plus. C'est vachement intéressant. Et regardez, la moyenne des années 80, c'est 5,5% de taux d'intérêt réel. La moyenne des années 90, c'est 4,6% de taux d'intérêt réel. La moyenne des années 2000, c'est 2,2%. Vous voyez bien que la moyenne de chaque décennie est supérieure à la décennie suivante. Donc vous êtes sur un mouvement tendanciel de très long terme de baisse majeure et massive des taux d'intérêt réels. C'est ça que ça veut dire. On le mettrait en courbe, ça serait flagrant. J'ai peu eu le temps de le faire, mais il faudrait que je le fasse. La moyenne des années 2010, c'est calculé 2011-2012, c'est plus 0,65 de taux d'intérêt réel, donc vous voyez qu'on tend vers 0. Et évidemment, avec une inflation qui a été de 1 à 2% ces dernières années, et des taux d'intérêt négatifs à moins 0,5, eh bien en réalité, le taux d'intérêt réel qu'on a eu ces 5 dernières années était négatif. Et il était négatif en gros, souvenez-vous, la BCE c'était moins 0,50% depuis 2-3 ans de taux d'intérêt, donc moins 0,50 plus, allez on va dire 1% d'inflation, on va être gentil, ça faisait des taux d'intérêt réels de moins 1,50. Donc chaque année, vous vous appauvririez non seulement de votre argent qui vous rapportait rien, mais en plus d'un petit taux d'inflation, donc vous perdiez entre 1 et 2% chaque année de richesse et de pouvoir d'achat. Mais là, en fait, avec la hausse des taux, on pourrait dire ça va s'améliorer, mais non, en réalité, ça empire. Et pourquoi ça empire? Parce que le taux d'intérêt réel, quand vous avez moins 0,5 de taux d'intérêt et 2% d'inflation, c'est moins 2,50. Mais quand vous avez 10% d'inflation et que plus 0,75 de taux d'intérêt réel, eh ben on arrive encore une fois à 8,35, moins 8,35 de taux d'intérêt réel, plus 0,75, moins 9,1% de taux d'inflation moyen en zone euro, source Eurostat en août, sur l'année, on est à moins 8,35. Donc en réalité, plus l'inflation monte vite et moins les taux montent vite, plus de toute façon l'écart grandit entre votre taux de rémunération nominale, le plus 0,75, et l'inflation qui, elle, s'envole, plus 8, plus 9, plus 10% dans les mois qui viennent.
Et donc vous avez un taux d'intérêt réel qui lui en fait plonge et devient de plus en plus négatif, et donc vous vous appauvrissez. Première conclusion, les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne ou même de la Réserve Fédérale ne montent pas assez vite. Et non seulement on pourrait trouver que ça monte déjà très très vite, mais en réalité, face à l'ampleur de l'inflation, ça ne monte pas assez vite. Deuxième conclusion, vous voyez bien que pour casser l'inflation dans les années 80, c'est le tournant de la rigueur, Paul Volcker, tournant de la rigueur avec François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, etc. Vous êtes là sur des taux d'intérêt à 17%, 14%, 14%, 13% et les taux d'inflation 13 pour 17, 11% d'inflation pour 14% de taux, 9% d'inflation pour 14% de taux, 7% d'inflation pour 13% de taux. Il a fallu monter les taux très très haut pour pouvoir casser l'inflation. Avec une hausse de taux à plus 0,75%, vous êtes à peu près sûr, je suis perdu dans mes diapositives, vous êtes à peu près sûr avec un taux à plus 0,75% et une inflation à 10%, globalement, de ne réussir à tout, sauf à juguler, évidemment, l'inflation. Alors, quelles conséquences tout ça ? C'est l'appauvrissement de tous les épargnants. Les taux réels négatifs, on s'appauvrit tous, les amis. Emprunter à 3 ou même à 4% lorsque l'inflation est à plus de 9 ou 10% reste une bonne idée si on investit dans un projet qui va rapporter plus de 9%. Voilà, si vous vous enrichissez de plus de 9 ou 10% par an sur un projet et que vous empruntez à 4, vous avez intérêt à continuer à emprunter, même à 2, même à 3, même à 4. Alors vous imaginez, en empruntant à 1%, c'est toujours rentable évidemment. Pour juguler l'inflation, il faut des taux d'intérêt réels positifs, très positifs, ce qui limite la création monétaire et réduit la vitesse de circulation de la monnaie en augmentant les montants d'argent placé donc bloqué. Je m'arrête un tout petit peu sur cette notion. Dans l'inflation, c'est une équation, c'est MV égale PQ, et donc il y a notamment la vélocité de la monnaie. Ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. J'ai un billet de 20 euros, je vous passe le billet de 20 euros, vous allez le dépenser, et puis quelqu'un d'autre va aller le dépenser. Tout ça, c'est la vélocité de la monnaie. C'est avec une unité monétaire combien il y a d'opérations et de transactions économiques. Et plus ça va vite, plus évidemment, j'ai de l'inflation et j'ai de la surchauffe économique. Donc il y a deux choses dans l'inflation. Vous avez la quantité de monnaie, mais vous avez la rapidité et la vitesse avec laquelle cette quantité de monnaie circule. C'est vos deux variables. Et c'est extrêmement logique. Si on a beaucoup de monnaie, d'accord, imaginez qu'on ait tous une valise entière de billets de 500 euros, mais qu'on est tous avec notre valise de billets de 500 euros, qu'on se la garde en chien de faïence, on se dit non, je la dépenserai pas, genre oncle Picsou dans sa piscine et puis je sors pas une pièce d'or. Eh bien, vous n'avez pas de vélocité de la monnaie, vous avez beau avoir une quantité phénoménale de monnaie, cette monnaie, si elle est stockée et qu'elle ne va pas dans l'économie, eh bien, en fait, elle ne génère pas d'inflation. C'est pour ça que toute création monétaire ne génère pas d'inflation si ça ne s'accompagne pas d'une vitesse de la circulation de la monnaie, c'est-à-dire s'il n'y a pas des transactions économiques réelles réalisées avec ces monnaie, ces unités monétaires, avec cette quantité de monnaie. Basiquement, donc, avec nos billets. Si je vous donne une analogie, donc si on stocke tous nos billets, voilà, il ne se passe rien. Vous imaginez bien que quand j'ai une inflation qui monte de 10%, qu'à la banque, mon livret A, il me rapporte 1%, qu'est-ce que vous faites, les cocos ? Vous continuez à regarder votre livret A qui va vous rapporter 1%, ou vous allez acheter du papier toilette qui va bientôt être en pénurie, en rupture de stock, et surtout qui va prendre 30 ou 40 ou 50% de hausse de prix, et dont vous allez avoir besoin. Donc il vaut mieux aujourd'hui aller acheter du papier toilette, acheter des raviolis, acheter les choses qui montent dont vous avez besoin, plutôt que de stocker l'argent à pas cher. Ce qui veut dire que la vélocité de la monnaie, elle augmente. Vous allez sortir vos billets de 500 euros pour aller acheter quelque chose, plutôt que de garder le billet de 500 euros qui va perdre de sa valeur en pouvoir d'achat. En revanche, si je monte le taux d'intérêt pour que le taux d'intérêt réel devienne positif, c'est-à-dire que j'ai une inflation à 10%, mais mon argent me rapporte 15%, là par contre, on va tous remettre nos billets dans les valises, on va aller les déposer à la banque, on va dire, voilà, je te prête mon argent, monsieur le banquier, je te donne mes billets et donne-moi 15% tous les ans, puisque l'inflation n'est que de 10%, donc là je suis sûr de m'enrichir. Et en allant stocker, en allant placer cet argent pour avoir un taux d'intérêt à 15%, eh bien évidemment, je vais ralentir la vitesse de la circulation de la monnaie. Donc les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt réels sont positifs, ils ont un impact évidemment sur la vitesse de circulation de la monnaie qui se calme, qui se réduit, et donc l'inflation se réduit. Ce n'est pas le cas tant que les taux d'intérêt
réel reste négatif, et c'est le cas très largement. 10% d'inflation, 0,75% de taux nominaux, on est très largement négatif. La BCE ne luttera donc pas contre l'inflation avec des taux d'intérêt réels qui restent très largement négatifs. Et si la BCE pousse les taux réels en territoire positif, pourquoi ne le fait-elle pas? Parce que quand on est endetté à 120% de dette sur PIB en France, quand on est à 160% de dette sur PIB en Italie, quand on est à 200% de dette sur PIB en Grèce et qu'on vous met des taux d'intérêt à 10%, même si toute la dette n'est pas refinancée sur un an, il est évident que vous êtes tout simplement en cessation de paiement et en faillite tellement le coût de votre dette explose. Donc à 10%, c'est la faillite assurée, surtout qu'il y a beaucoup d'agents économiques qui restent emprunteurs à taux variable. Les taux fixes que nous avons en France, notamment pour l'immobilier, c'est une rareté au niveau international, c'est vraiment une exception française. Souvenez-vous, les subprimes, les taux d'intérêt des emprunteurs américains sont des taux variables. Voilà. Des taux variables qui sont vraiment pas tout le temps capés, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça remonte, ça remonte, ça remonte, et donc évidemment ça provoque l'insolvabilité. Donc pour le moment, la hausse des taux, elle n'est pas de nature à provoquer un effondrement boursier, car la bourse rapporte largement plus que 0,75% de taux d'intérêt. Donc vous avez aujourd'hui plutôt intérêt à détenir une bonne action de Total, d'Air Liquide, de L'Oréal, qui vendent des bidons de shampoing tous les jours, plutôt que d'aller placer votre argent à 0,75% avec une inflation à 10. Donc pour le moment, les taux d'intérêt ne sont pas suffisamment élevés pour déclencher un krach boursier massif. Pour le moment, la hausse des taux, elle n'est pas suffisante pour faire s'effondrer le marché immobilier en France, parce qu'on emprunte à taux fixe et que globalement, avec des taux à 2,60, on n'est pas loin de 2,60, le taux d'usure, ça doit être à peu près 2,57 je crois sur 20 ans, donc en gros on est à 2,60 sur 20 ans pour faire un compte rond. La demande, elle reste assez importante, à 2,60 de taux d'intérêt, les gens globalement ils sont solvables, ça leur coûte un peu plus cher, mais c'est solvable, voilà. Donc vous avez éventuellement une petite marge de négo, une baisse un peu sur les prix, très légère, mais voilà, c'est pas de nature à faire un effondrement du marché immobilier, une correction, un ajustement des prix, les DPE à la limite c'est plus inquiétant, et puis le manque de financement, surtout avec ces histoires de taux d'usure qui font qu'il y a énormément de dossiers qui ne passent pas aujourd'hui en financement parce que le taux d'usure est trop bas par rapport à la hausse des taux et que les banques ne peuvent pas prêter à plus de 2,57 sur 20 ans, donc en fonction de l'âge du capitaine et du coût de l'assurance, évidemment ça fait plein de dossiers qui ne peuvent plus être financés, même si le dossier est très beau en termes d'éléments financiers. Donc je suis plus inquiet pour le marché immobilier en raison de ce problème de taux d'usure qu'en raison de cette hausse des taux pour le moment. Évidemment, vous allez voir, ça va continuer et c'est plus tard que les problèmes vont se poser. Pour le moment, les taux d'intérêt réels n'ont jamais été aussi négatifs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à détenir de l'épargne et donc de la monnaie. On a plutôt intérêt à prendre des actifs tangibles, ça va du rouleau de papier toilette à la maison en passant par un bon poêle à bois pour éviter les problèmes de chauffage cet hiver, que de garder les sous à la banque évidemment. Et enfin, pour casser l'inflation, les banques centrales vont poursuivre leur hausse de taux dans les mois qui viennent, sinon ça ne sert à rien. Donc évidemment, on peut raisonnablement penser que ce n'est que le début des hausses des taux, que ça va se poursuivre. Je vous avais dit que l'inflation n'était pas temporaire, contrairement à ce que disaient les banques centrales. Les banques centrales, depuis qu'elles ont compris que l'inflation n'était pas temporaire, et Dieu sait qu'elles ont mis le temps à le comprendre, eh bien elles ont annoncé qu'elles allaient casser l'inflation, quitte à déclencher une récession, et que ça veut dire qu'elles vont continuer à augmenter les taux d'intérêt dans les mois qui viennent. Et comme l'inflation va continuer à pousser, eh bien, ils vont continuer à augmenter les taux. Donc le problème va se poser plutôt en 2023. Et c'est début 2023 qu'on va avoir les premiers signes forts de craquement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas grincer avant. Ça peut grincer avant, mais globalement, c'est en 2023 qu'on va avoir les premiers signes forts de récession, les premiers signes forts de krach boursier et de correction boursière, etc., etc. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On est au début de la hausse des taux d'intérêt. Et comme on est au début de la hausse des taux d'intérêt, il va falloir que ça monte. Et bien la petite bébête qui monte, jusqu'au moment où on va atteindre ce qu'on appelle le seuil, le seuil de douleur. Et donc quand on va arriver au seuil de douleur pour les marchés, eh bien les investisseurs vont commencer à fuir les actions pour aller justement sur les obligations qui vont rapporter plus. Aujourd'hui, les obligations sont plutôt en train de chuter lourdement puisqu'on est dans cette phase de remontée des taux d'intérêt. Donc,
C'est 2023 année sur laquelle ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans la remontée des taux va donner les premiers effets importants. Voilà, donc toute fin d'année, début 2023. C'est là que ça va se passer globalement et on va continuer dans ce mouvement de hausse de taux d'intérêt puisqu'avec les problèmes énergétiques que nous connaissons, eh bien l'inflation ne peut pas se réduire puisque l'inflation, encore une fois, elle n'est pas monétaire, elle est liée à des problèmes structurels qui se sont mis sur l'offre ou des problèmes structurels qui se mettent sur l'énergie et les deux s'alimentent, c'est-à-dire que plus j'ai de l'énergie chère, plus j'ai des difficultés à produire, plus j'ai des problèmes et des tensions sur l'offre et plus j'ai de pénurie et donc plus j'ai les prix qui montent puisque l'ajustement quand il manque quelque chose se fait par le prix. Donc je suis dans un cercle vicieux et je peux augmenter mes taux d'intérêt. Si je les augmente, eh bien qu'est-ce que je fais pas plus venir de gaz russe en augmentant les taux d'intérêt. Je ne fais pas plus fonctionner et tourner les usines quand j'augmente les taux d'intérêt. C'est un problème d'offre et d'énergie dans l'économie réelle. C'est pas un problème monétaire. J'insiste. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas vrai, il y a plein de quantités de monnaie en circulation. Oui, mais le problème majeur aujourd'hui, ce qui crée le gros de la troupe de l'inflation, ce n'est pas l'excédent monétaire, c'est des problèmes sur l'offre et c'est des problèmes sur l'énergie. Et quand vous avez l'énergie qui est multipliée par 6 par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui en Belgique pour les particuliers, vous payez 200 €, vous vous retrouvez à payer 1200 €. Quand vous avez l'énergie qui est multipliée par 40 pour les industriels en Allemagne et qui sont obligés d'éteindre leurs fours, d'éteindre leurs usines parce que ce n'est plus rentable, eh bien, encore une fois, vous avez un problème d'énergie, vous n'avez pas un problème monétaire. Et quand vous multipliez les prix par 10, par 20, par 30, par 40, vous voyez bien que votre problème d'inflation, il ne vient pas de la création monétaire, il vient de l'économie réelle, de votre explosion du prix de l'énergie et des perturbations que ça met sur l'offre. Et donc, comme l'offre se raréfie, il manque de tout, l'ajustement se fait par le prix et vous vous retrouvez avec des pots de moutarde à 10 €. Voilà, pour ceux qui peuvent se les payer à 10 €, moi à 10 €, j'ai plus envie de manger de moutarde. Voilà, bon ça c'était toujours le dossier et puis bah voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Il est déjà très tard et je suis très en retard et vous n'aurez pas cette vidéo à mon avis avant 9 h ou 10 h ce soir. Merci à tous, merci pour votre attention, merci pour vos pouces, merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur @insolentiae. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com et puis évidemment à la lettre stratégie pour soutenir mon travail, si le cœur vous en dit, et surtout si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir beaucoup plus de solutions pour pouvoir répondre aux problématiques qui se posent à vous et à nous tous. Eh bien écoutez, les amis, merci beaucoup, prenez grand soin de vous et on se retrouve pour un JT la semaine prochaine, un JT du grenier avec mes 3 petits singes de la sagesse. Salut les amis, prenez bien soin de vous, à bientôt.